L'amour n'est pas un jeu de stratégie. C'est une danse invisible entre deux âmes. Mais combien d'hommes tombent dans le piège de vouloir séduire comme tout le monde, en répétant les mêmes gestes, les mêmes paroles et finissent par être oubliés? Et si, la véritable séduction ne consistait pas à ajouter, mais à retirer? Et si, pour qu'une femme tombe amoureuse de toi, tu devais aller à contre-courant? Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin qu'elle. Celui qui marche seul trouvera des endroits où personne n'est jamais allé. Einstein. One point est la psychologie de l'attachement. Lorsque l'on observe les comportements de la majorité des hommes face à la séduction, un schéma revient sans cesse. Ils cherchent à convaincre par l'extérieur, comme si l'amour devait se négocier ou se marchander. Ils multiplient les cadeaux, ils saturent l'autre de compliments, ils mettent en avant leur possession ou leur statut social, croyant que plus ils ajoutent de preuves matérielles, plus ils augmentent leurs chances. Mais ce que nous savons de la psychologie de l'attachement démontre exactement l'inverse. Les recherches en psychologie sociale, en neurosciences et même en psychanalyse convergent vers une même vérité. L'attachement ne se crée pas à travers ce que l'on donne de manière forcée, mais à travers l'expérience émotionnelle vécue en présence de l'autre. Les bases psychologiques de l'attachement. John Bowlby, père de la théorie de l'attachement, explique que l'être humain est naturellement programmé pour rechercher la proximité émotionnelle, pas la surabondance de stimulation superficielle. En clair, nous ne nous attachons pas à ce qui nous impressionne extérieurement, mais à ce qui nous apporte un sentiment de sécurité, de reconnaissance et de croissance intérieure. Voilà pourquoi tant d'hommes échouent. En croyant qu'ils doivent remplir les manques de l'autre par de l'attention excessive, des cadeaux, ou des paroles vides, ils créent au contraire une sensation d'étouffement. Une femme peut apprécier un compliment, un geste généreux, un signe d'attention, mais ce n'est pas cela qui construit un lien émotionnel durable. Ce qui l'attache profondément à quelqu'un, c'est la possibilité de se sentir elle-même et de percevoir chez l'autre un monde à explorer. Dépendance vs indépendance. La dépendance affective est l'ennemi de l'attachement authentique. Pourquoi? Parce qu'elle détruit l'équilibre psychologique naturel. Lorsque quelqu'un devient trop dépendant, qu'il cherche constamment validation, réassurance, proximité forcée ou il envoie un message inconscient. Sans toi, je n'existe pas. Ce message est lourd à porter. Il transforme la relation en une sorte de prison où l'un se sent étouffé par les besoins de l'autre. Et l'être humain, face à la contrainte, choisit toujours la fuite. À l'inverse, l'indépendance émotionnelle agit comme un aimant. Quand tu incarnes une vie riche, une identité forte, un équilibre intérieur, tu n'attends pas de l'autre qu'il te sauve ou qu'il te comble. Tu lui proposes un espace où elle peut s'ajouter, mais non pas remplir un vide. Pose-toi cette question essentielle. Veux-tu être désiré parce que tu combles un manque temporaire, comme un pansement affectif? Ou parce que tu incarnes une profondeur, une énergie, un monde intérieur qui l'attire irrésistiblement? Les mécanismes inconscients de l'attachement. Il faut comprendre que l'attachement ne se forme pas de manière consciente. Il ne s'agit pas d'une liste de qualités cochées sur une feuille. Beau, intelligent, attentionné, généreux, parfait, je m'attache. Non. L'attachement est inconscient, subtil, biologique. Il résulte d'expériences émotionnelles répétées où l'autre se sent en sécurité, mais aussi stimulé. La dopamine, hormone du désir et de la récompense, l'ocytocine, hormone du lien et de la confiance, et même la sérotonine, qui régule l'humeur et la stabilité, sont activées par des expériences partagées, pas par des cadeaux ou des compliments forcés. En d'autres termes, un cadeau peut provoquer un sourire. Mais un regard sincère, une écoute attentive, une parole qui la fait réfléchir, voilà ce qui déclenche la chimie de l'attachement. L'illusion de la majorité. La majorité des hommes répètent les mêmes erreurs, parce qu'ils cherchent des raccourcis. Ils se disent, si je donne plus, elle m'aimera plus. Mais en réalité, plus tu donnes de manière déséquilibrée, plus tu crées un rapport inégal, et plus l'autre se sent redevable, voire oppressé. C'est un mécanisme classique en psychologie. Quand quelque chose devient trop disponible, il perd sa valeur perçue. Regarde autour de toi. L'air est vital, mais comme il est gratuit et toujours présent, tu n'y penses jamais. L'eau potable, dans certains pays, est accessible en abondance, et pourtant, personne ne l'apprécie à sa juste valeur. En amour, c'est identique. Quand tu es constamment présent, constamment disponible, constamment à donner, tu deviens invisible. La véritable racine du désir. Le désir ne naît pas du surplus, mais du manque relatif. Nous ne désirons pas ce que nous avons déjà en excès, nous désirons ce qui reste rare, précieux, difficile à obtenir. C'est là que l'indépendance prend tout son sens. Une femme ne tombera pas amoureuse parce que tu fais tout pour elle. Elle tombera amoureuse parce qu'en toi, elle voit un homme qui vit déjà, qui rayonne déjà, qui ne cherche pas à combler ses manques, mais qui lui offre la possibilité d'explorer une dimension nouvelle de l'existence. Aimer,
ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry. Cette phrase résonne encore plus fort dans la perspective psychologique. L'attachement profond se crée non pas dans la dépendance mutuelle, mais dans la convergence vers un horizon commun. Le paradoxe de la rareté. Imagine un désert. Un horizon infini où la chaleur brûle la peau, où le soleil aveugle, où chaque pas semble une lutte contre l'épuisement. Le vent soulève des vagues de sable identiques, indifférentes, sans personnalité. 1000 grains, des millions même, se ressemblent, interchangeables, insignifiants. Et pourtant, dans ce vide aride, il existe quelque chose de différent. Une source cachée, une oasis. Un endroit où l'eau jaillit, où les palmiers dressent leur ombre généreuse, où l'air devient soudain respirable. Qui attire le voyageur assoiffé? Pas le sable banal, mais l'oasis rare. Le sable et l'oasis. Dans cette métaphore, les hommes sont souvent semblables au sable. Ils se multiplient par leurs gestes répétés, ils se ressemblent dans leur comportement prévisible, ils imitent les autres en croyant qu'il faut être toujours présent, toujours disponible, toujours prouver leur valeur. Mais que se passe-t-il quand on devient sable? On disparaît. On se perd dans l'immensité. On n'existe plus aux yeux de l'autre. L'oasis, au contraire, attire sans effort. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle n'appelle pas à grands cris les voyageurs. Elle se contente d'exister, et son existence suffit à la rendre précieuse. La rareté n'a pas besoin de justification. C'est sa rareté même qui lui donne sa puissance. Le paradoxe de la disponibilité. Beaucoup croient que pour séduire, il faut être là, répondre vite, se montrer sans cesse, combler chaque silence. Mais la vérité est cruelle. Plus tu es disponible, plus tu perds de valeur aux yeux de l'autre. Pourquoi? Parce que l'esprit humain fonctionne sur un principe universel. Nous désirons ce que nous craignons de perdre, nous méprisons ce qui est acquis d'avance. La rareté active le désir, la disponibilité excessive le tue. C'est le paradoxe fondamental de l'attachement. Pour être choisi, tu ne dois pas t'offrir entièrement. Comme l'oasis, tu dois exister avec dignité, avec profondeur, mais sans courir après chaque voyageur qui passe. Le voyageur et l'épreuve. Revenons à l'image du désert. Le voyageur qui marche pendant des jours dans l'aridité développe une soif immense. Quand il aperçoit enfin l'oasis, il n'y a plus d'hésitation. Il court, il s'agenouille, il plonge ses mains dans l'eau claire. Si l'oasis avait été présente tous les 2 pas, il n'aurait pas ressenti cette gratitude, cette intensité, cette urgence de s'abreuver. En amour, c'est identique. Si tu es constamment là, tu ne déclenches pas le désir. Mais si ta présence est plus rare, plus précieuse, elle devient une expérience. La rareté transforme un simple moment en événement. La mémoire et l'empreinte. Nous n'oublions pas ce qui est rare. Un diamant ne ressemble pas à une pierre banale, parce que sa rareté le rend mémorable. Une rencontre fugace, un sourire unique, une parole inattendue, ce sont ces instants singuliers qui restent gravés dans nos mémoires. Devient cet instant singulier. Pas l'écho que l'on entend 100 fois par jour, mais la note rare qui résonne longtemps après qu'elle a disparu. Pose-toi la question. Es-tu un grain de sable balayé par le vent, ou es-tu l'empreinte que le voyageur garde dans sa mémoire longtemps après avoir quitté le désert? La rareté comme force silencieuse. Il y a une beauté dans le fait de ne pas être toujours accessible. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la valeur. L'oasis ne se déplace pas pour convaincre. Elle ne cherche pas à séduire chaque passant. Elle demeure, paisible, consciente de ce qu'elle offre. Et c'est précisément parce qu'elle ne court pas après les voyageurs que les voyageurs finissent par courir vers elle. En toi, il doit y avoir cette force silencieuse. Ne pas tout donner immédiatement, ne pas chercher à combler chaque vide, mais laisser de l'espace pour que l'autre vienne vers toi. L'équilibre subtil. Attention, la rareté ne signifie pas l'absence totale. Un désert sans oasis est une condamnation. De la même manière, si tu disparais complètement, tu ne suscites pas le désir, mais l'oubli. La clé est dans l'équilibre, être assez présent pour rappeler ton existence, mais assez rare pour rendre chaque instant précieux. Un message qui arrive trop souvent devient du bruit. Un message rare mais sincère devient un trésor. Une présence constante devient une habitude. Une présence équilibrée devient une attente. L'appel intérieur. Alors, regarde-toi honnêtement. Es-tu en train de te diluer dans la masse, comme un grain de sable perdu parmi des millions? Ou es-tu en train de bâtir ton oasis intérieur, cet espace unique où l'autre trouve repos, inspiration et énergie? Chaque femme rencontre du sable tous les jours. Mais ce qu'elle cherche, consciemment ou non, c'est l'oasis, ce lieu rare, différent, qui change la qualité de son voyage. Et c'est cela, le paradoxe de la rareté. Moins tu es disponible à outrance, plus tu deviens présent dans son esprit. L'âme et la profondeur.
La séduction véritable n'a rien à voir avec les artifices que l'on croit nécessaires. Elle n'est pas dans la beauté d'un mot bien choisi, ni dans la brillance d'un cadeau, ni même dans la force d'une déclaration. La séduction authentique est une question d'énergie intérieure. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu lui offres extérieurement, elle tombe amoureuse de ce que tu éveilles en elle-même. Sécurité, intensité, mystère, profondeur. Voilà les portes invisibles que tu ouvres quand tu es en accord avec ton être véritable. L'écho de l'âme. Chaque être humain porte en lui un vide et une aspiration. Un vide qui demande à être comblé, et une aspiration qui tend vers quelque chose de plus grand. Quand une rencontre a lieu, elle ne devient inoubliable que si elle résonne avec ces deux dimensions. Si elle apaise le vide tout en attisant l'aspiration. C'est là que se situe le cœur de la séduction profonde. Un homme qui vit seulement en surface, qui se contente de gestes prévisibles, ne fait que caresser l'épiderme de l'expérience humaine. Mais celui qui ose explorer ses propres profondeurs, qui se connaît assez pour rayonner sans chercher à convaincre, devient un miroir. Dans ce miroir, l'autre découvre des parties d'elle-même qu'elle ignorait. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Socrate. Cette phrase n'est pas qu'une invitation à l'introspection. Elle est une clé universelle. Car en explorant ton âme, tu deviens le reflet de ce que chacun cherche. Une connexion à quelque chose de plus grand que soi. L'attraction invisible. La séduction spirituelle ne passe pas par la conquête, mais par l'attraction. Elle n'est pas une chasse où l'un poursuit et l'autre fuit, mais une gravitation naturelle. Comme la terre attire la lune, comme la flamme attire le papillon, ainsi l'âme attire l'âme quand elle rayonne authentiquement. Il existe une différence fondamentale entre vouloir séduire et être séduisant. Le premier est une tension, une volonté forcée, une démonstration parfois maladroite. Le second est un état d'être, une conséquence naturelle de la profondeur intérieure. Pose-toi cette question. Es-tu en train d'agir pour convaincre, ou es-tu simplement en train de rayonner ce que tu es déjà? Le mystère et la profondeur. Le mystère n'est pas dans ce que tu caches volontairement, mais dans ce que tu incarnes sans avoir besoin de tout révéler. Une femme ne s'attache pas à un homme qui s'expose entièrement dès la première rencontre. Elle s'attache à celui qui ouvre des portes une à une, comme si chaque instant dévoilait une nouvelle facette de son univers. La profondeur ne signifie pas être compliqué, mais être multiple. Être capable d'intensité et de légèreté, de force et de vulnérabilité, de sérieux et de jeu. C'est cette richesse intérieure qui nourrit le lien, bien plus que les efforts pour séduire. Un lac peu profond laisse voir son fond immédiatement. Un océan, lui, fascine par son immensité insondable. L'énergie que tu dégages. Ton énergie intérieure parle avant tes mots. Le silence que tu incarnes peut être plus séduisant que 1000 phrases. La posture de ton corps, la tranquillité de ton regard, la stabilité de ton souffle, tout cela envoie des signaux plus puissants que tes efforts extérieurs. Une femme perçoit inconsciemment si tu cherches à combler ton manque à travers elle, ou si tu es déjà un être complet qui l'invite à partager sa plénitude. Qui es-tu quand tu es en sa présence? Un homme qui quémande son approbation? Ou un homme qui demeure centré, qui laisse son énergie parler pour lui? L'élévation spirituelle de la relation. L'amour véritable n'est pas d'une simple rencontre entre deux individus, mais une élévation mutuelle. Chacun devient le catalyseur de la croissance de l'autre. Et cette dynamique ne naît pas de la superficialité, mais de la profondeur. Quand une femme tombe amoureuse, ce n'est pas seulement de toi. C'est de ce qu'elle ressent en toi. C'est de ce qu'elle devient à travers toi. Tu es le déclencheur, pas la fin en soi. Elle ne cherche pas un homme pour combler un vide, mais un être qui lui permet de découvrir une dimension plus vaste d'elle-même. L'âme ne se nourrit pas de ce qu'on lui donne, mais de ce qu'on réveille en elle. La véritable question. Beaucoup d'hommes demandent, comment puis-je séduire? Mais la véritable question n'est pas là. Elle n'est pas, quel geste, quel mot, quel cadeau? Elle est, qui suis-je en train de devenir quand je suis avec elle? Car si ta seule stratégie est d'enfiler un masque pour plaire, tu ne séduiras que son attention passagère. Mais si ta présence la confronte à sa propre profondeur, si elle se sent plus vivante, plus vraie, plus alignée à tes côtés, alors elle ne pourra s'empêcher d'être attirée. La séduction n'est pas un artifice. C'est une révélation. Une révélation de ton être, et une révélation de ce qu'elle est en ta présence. 4 points. Le renversement. Regarde autour de toi. La majorité des hommes passent leur vie à courir après. Courir après une femme. Courir après son attention. Courir après son approbation. Et dans cette course effrénée, ils finissent par s'essouffler, par perdre leur dignité, par s'éteindre peu à peu. Ils se transforment en mendiants affectifs. Toujours disponibles, toujours en train de se justifier, toujours en train de demander pardon d'exister. Mais voici la vérité brute, personne ne respecte un mendiant. Pas dans la rue. Pas dans la vie.
Pas dans l'amour. Les illusions de la majorité. Tu crois qu'en envoyant 10 messages, elle va penser à toi davantage? Non. Elle va te classer dans la catégorie des hommes acquis. Tu crois qu'en te justifiant de chacun de tes actes, tu vas paraître transparent? Non. Tu parais fragile, hésitant, incapable d'assumer ton chemin. Tu crois qu'en cédant à tout ce qu'elle demande, tu vas prouver ton amour? Non. Tu ne prouves qu'une chose, que tu n'as rien d'autre à offrir que ta soumission. La majorité vit dans l'illusion que plaire, c'est se plier. Mais plaire, c'est justement refuser de se tordre pour convenir. Le renversement. Alors écoute bien. Si tu veux être désiré, si tu veux être respecté, si tu veux être aimé, fais l'inverse de la majorité. Ne cours pas après. Avance. Trace ton chemin, avec ou sans elle. Ne cherche pas à convaincre. Inspire, par ta façon d'être, par ton énergie, par ta cohérence. N'attends pas qu'on te donne la permission. Impose ton rythme, tes règles, ton univers. Un homme qui vit pleinement, qui respire pleinement, qui marche avec certitude, n'a pas besoin de quémander quoi que ce soit. Il attire. Naturellement. Inévitablement. Le monde cède toujours devant celui qui sait où il va. Ralph Waldo Emerson. Cette phrase n'est pas d'une jolie citation, c'est une loi de la vie. Quand tu marches avec clarté, même ceux qui doutaient finissent par suivre ton pas. La brutalité de la vérité. Tu veux savoir pourquoi elle ne s'intéresse pas à toi? Parce que tu te comportes comme tout le monde. Parce que tu fais ce qu'elle a déjà vu 1000 fois. Parce que tu n'as rien qui casse la routine de son quotidien. Elle ne tombe pas amoureuse du banal. Elle ne tombe pas amoureuse de l'homme qui lui offre sa liberté en servitude. Elle tombe amoureuse de celui qui est capable de lui dire, « Je marche. Tu viens, ou tu restes. Mais moi, je continue. » Voilà la brutalité de la vérité. Si tu veux être aimé, arrête de chercher l'amour comme une permission. Sois l'homme qui trace la route. La provocation nécessaire. Cela peut sembler dur. Peut-être que ça heurte ton ego, peut-être que ça dérange ton confort. Mais c'est la réalité. Le désir n'est pas une récompense accordée à celui qui se sacrifie le plus. Regarde bien les couples autour de toi. Qui est respecté? Qui est désiré? Qui est admiré? Toujours celui qui ne s'est pas vendu, celui qui n'a pas supplié, celui qui a osé dire « non ». La soumission attire la pitié. L'indépendance attire le respect. L'audace attire l'admiration. L'appel au choix. Alors, regarde-toi honnêtement. Dans tes relations, es-tu celui qui demande la permission, celui qui attend qu'on valide ses choix, celui qui se fait petit pour ne pas déranger? Ou es-tu celui qui impose son énergie, qui assume sa vision, qui inspire par sa force intérieure? Parce qu'au fond, il n'y a que deux types d'hommes. Ceux qui demandent. Et ceux qui prennent leur place. Et la vie n'offre pas les mêmes résultats aux deux. L'amour n'est pas une chasse, c'est un miroir. Quand tu changes ton reflet intérieur, le monde extérieur change de lui-même. La femme que tu désires, n'est-elle pas finalement un appel à devenir la meilleure version de toi-même? Quand tu marches vers ton étoile, les autres finissent par marcher à tes côtés. Proverbe.